Dream & Co. Le podcast, c'est sur toutes les plateformes. Mon invité aujourd'hui a un nom célèbre, certes, mais il a su surtout se faire un prénom. Jim Bower, finaliste de The Voice cette année, a impressionné le public. Près de 6 millions de personnes chaque samedi sur TF1 ont découvert ses versions de Tata Yo-Yo, Cry Me a River, Aline ou encore It's a Man's World. Il m'a donné rendez-vous dans le 18e arrondissement de Paris pour parler musique, projet et de son expérience dans l'émission. C'est parti. Dream & Co, le podcast. Or a girl. You see me meet the cars, take a show for the road. Me the trains to carry the heavy load. Electric light to take us out of the door. Me the boat for the water, like Noah made the ark. Into the our man's world. But it won't be nothing without a woman or a girl. Oh, man thinks about little baby girls and a baby boy. Buy from the man, into the man's, our man's world. But it won't do nothing into the man's world. But it won't do nothing. Without a woman or a girl. He is lost in witness. Lost in the beatness. He is lost in the witness. He's lost in the beatness. This is the man's, our man's world. But it won't do nothing. It's the man's. But it won't do nothing without a woman or a girl. Et nous sommes à la cantine de La Cigale, choisie par notre invité Jim Bower. Bonjour, comment ça va ?
Hello, ça va et vous? Bah si, on peut se dire Bon, tu. ouais, tu. On peut se Ça va dire et toi? tu, on t'a suivi pendant des mois et des mois. J'ai l'impression que tu fais partie de la famille. Voilà. Yes. Alors, déjà, pourquoi avoir choisi ce lieu, la cantine de la Cigale? On est juste à côté de la salle, d'ailleurs. Ouais, bah parce que c'est un bar-restaurant que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont passés ici ces 10 dernières années. C'est un endroit où on s'est beaucoup retrouvés pour... c'est là qu'on allait quand on sortait un album avec mes potes qui font de la musique, hein, quand on sortait des singles, des La EP, bamboche. des clips. Ouais, mais pas que. On a fait beaucoup d'anniversaires ici, et puis c'est un endroit où il y a beaucoup d'artistes en fait. Donc du coup, on rencontre des gens, c'est agréable. Enfin, voilà. Avant de parler de The Voice, c'est quoi ton premier souvenir en musique quand t'étais enfant? J'avais une petite batterie bleue pour enfants quand j'avais 3-4 ans et je tapais dessus maladroitement. Ça, c'est peut-être mon premier souvenir musical. Et est-ce qu'il y a une chanson quand t'étais enfant qui t'a marqué quand même? Alors, T'écoutais je en crois que boucle. c'est la chanson que j'ai connue la plus ancienne, c'est la chanson de... Je crois que c'est Die Another Day de Madonna. I think I'll find another way. There's so much more to go. I guess I'll die another day. It's not my time to go. For every sin I'll have to pay. I've come to work, I've come to play. I think I'll find another way. Oh, la classe, ouais, c'est ça. Voilà, de la BO de James Bond. Je crois que c'est un des premiers CD que j'ai demandé à mon père de m'acheter, je crois, à l'époque. C'est à quel moment justement que tu as eu ce déclic de te dire ok les amis, vous savez quoi, je me lance dans la musique? Eh ben, en fait, j'avais 12-13 ans et en fait, j'étais un peu en kiff sur la fille de mon prof de musique qui lui avait fait un petit atelier d'informatique musicale. Il appelait ça comme ça, et donc c'était globalement de la production, de la MAO ou du beatmaking. Mais c'était une version pour enfants, quoi, un peu. Mais je me suis inscrit dans ce cours pour être dans la même classe que sa fille. Et du coup, j'ai commencé à faire du beatmaking. Et pour moi, ça s'apparentait presque un peu à des jeux vidéo, quoi. À ce moment-là, c'était plus un truc, je suis sur un ordinateur et je fais de la musique, mais je bouge des carrés, quoi. Mais voilà, Alors, c'était cool. La question, pelle ou râteau? Rien du tout, je l'ai jamais parlé. Ouais, non, j'étais extrêmement timide quand j'étais ado, et au final, j'étais là, je disais timidement bonjour, et je crois que je lui ai jamais parlé vraiment. Eh bien, Jim, j'ai une surprise pour toi. Elle est là. Elle est là. Mais ouais, super. Non. Quand tu as décidé de te lancer dans la musique, en faire un métier, en vivre, comment ont réagi tes parents? Parce qu'on va pas se mentir, tes parents sont connus, ils sont dans le milieu, Axel Bauer, Nathalie Cardone. Comment ils ont réagi? Ils s'en sont pas mêlés parce que ça s'est pas fait comme ça. J'ai pas à un moment dit je veux faire ça. Je faisais de la musique. J'ai commencé par le beatmaking, donc c'était vraiment que de la production. Je jouais pas d'instrument. Après j'ai commencé la guitare. Après j'étais encore ado en fait. Et ils voyaient que j'avais quand même un bon niveau pour mon âge et surtout pour le temps que j'avais pratiqué, parce que j'ai commencé finalement assez tard, la musique à 13 ans, la guitare à 15, quoi. T'as fait tout seul? T'as pris des cours ou t'es autodidacte? Non, j'ai toujours appris en autodidacte. J'ai commencé surtout à jouer dans la rue à 16 ans pour me faire un peu d'argent de poche. Et il se trouve que j'en faisais. Et que après le bac, j'ai fini par m'en servir comme job étudiant, parce que ça payait mieux qu'un vrai job étudiant. Et donc au final, ça s'est un peu imposé, parce que de toute façon, c'était mon job étudiant en fait, déjà de base. Pendant combien de temps t'as fait ça? 10 ans. 10 ans. Ouais. Après, je suis monté à Paris et je l'ai fait plus sérieusement. Par contre, je l'ai fait à Montmartre, dans les rues. Je l'ai fait aussi dans le métro. Et après, j'ai aussi de temps en temps bougé. Je l'ai fait un peu à Londres, un peu à New York. Mais c'était pendant des vacances, quoi. Mais je prenais quand même ma guitare et je le faisais. Ça me faisait de l'argent sur place. Mais par contre, non, j'ai joué dans pas mal de bars, pas mal de clubs à Paris à cette époque-là. Et puis je jouais dans la rue jusqu'à ce que la pression de la police devienne un peu trop dure. Et que du coup, j'ai choisi d'aller jouer dans le métro, parce que dans le métro, c'était certes moins agréable et moins payant, mais c'était légal.
Ouais. Voilà. Et alors, avant de faire The Voice, tu as un CV quand même impressionnant, puisque tu as collaboré avec Florent Pagny, Slimane, Barbara Pravi. Alors, tu sais que tu as un point commun avec Barbara Pravi. Alors, quel est mon point commun avec elle? Je ne sais pas ton point commun avec Enfin, Barbara j'en ai Pravi. beaucoup des points communs avec Barbara Pravi. Alors, il y en a un notamment qui est très récent, c'est que vous êtes tous les deux number 2. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et pourtant, le succès est là. Alors, tu as collaboré avec eux. Comment tu t'es retrouvé du métro à travailler avec ces personnalités? Bah, en ce qui ça dépend desquels on parle. Alors, Florent Pagny, on va aller dans Florent Pagny, en fait, je l'ai jamais rencontré avant The Voice. Florent Pagny, c'est parce que j'ai composé des morceaux avec Slimane à une époque où on a passé 6 mois en fait à bosser assez intensivement ensemble. Et donc j'ai composé pour Slimane, mais j'ai composé aussi pour d'autres artistes avec Slimane. Et c'était même pas forcément des morceaux toujours qui étaient composés pour l'artiste sur lequel ça s'est placé en question. Alors là, en l'occurrence, le morceau pour Florent Pagny, on l'avait bien composé pour Florent Pagny, mais c'est Slimane qui l'a proposé à Florent Pagny. Et à l'époque, on a envoyé des morceaux à plein d'artistes, même à Louane et Kenji Girac ou des choses comme ça, mais ils ne les ont pas pris. Et il y a eu des morceaux du coup qui se sont placés de cette époque-là, dont notamment le morceau pour Jean-Baptiste Guégan ou un morceau pour Amaury Vassili, etc. Barbara, c'est autre chose parce que là, on était dans la même bande de copains, on se connaissait, on a été amis avec Barbara. Enfin, on est amis. Eurovision, bon bah. Ouais. On a fait Non, notre mais choix, The Voice. depuis on se voit moins, mais je veux dire, il y a une époque on se voyait tout le temps, quoi. Et Slimane, parce que Slimane, lui, était du 18e, là, on se trouve, donc il a fait pas mal de bars. Est-ce que c'est comme ça que tu l'as rencontré? Slimane, je l'ai rencontré dans un bar qui est effectivement pas loin. Du coup, oui, j'ai joué dans ce bar. Il m'a vu jouer et il m'a demandé si je voulais faire des chansons pour lui. Je l'ai pas pris au sérieux la première fois. J'ai mis ça un petit peu sur le compte de l'ambiance de la soirée. Et en fait, je l'ai recroisé un mois après et il m'a dit bah alors elles sont où mes chansons? Et j'ai dit bon bah alors ok, t'es sérieux en fait. Donc du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et qu'est-ce qui t'a poussé à accepter alors The Voice? Moi, ça faisait, comme tu le sais, 10 ans que je disais plus ou moins non tous les ans. Et puis cette année, je sais pas, j'ai commencé à me dire ouais, mais j'ai envie qu'il se passe un peu quelque chose, de foutre un coup de pied dans la fourmilière. Et puis j'ai eu des idées de qu'est-ce que je pourrais faire dans l'émission. Et puis j'ai regardé l'émission de l'année dernière et je me suis dit mais ça a quand même bien évolué, c'est plus sympa. Et donc tout ça en fait a fait que je me suis posé la question, mais comme je me posais déjà la question depuis plusieurs années en fait. C'était pas un non radical en réalité. Je faisais un non radical, mais en réalité dans ma tête c'était toujours un peu une petite semaine de réflexion. Et cette année, la semaine de réflexion, elle a amené à un oui en fait. Comment t'avais été repéré? J'avais été repéré dans le métro. Ah, comme quoi, tu vois, les gens de Voice prennent le métro. Oui, mais Tu alors, en fait, j'ai été repéré plusieurs fois par The Voice en réalité. La toute première fois, c'est parce que j'ai fait le casting du métro pour avoir la carte des musiciens du métro. Que t'as eu? Que j'ai eu. Mais quand on fait ce casting-là, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, quand ils repèrent un chanteur, ils l'envoient aussi au casting de The Voice. Enfin, ils envoient son profil au casting de The Voice. Donc ça m'a fait repérer automatiquement. C'est pas parce qu'ils m'ont vu dans le métro. C'est parce qu'ils m'ont vu dans ce casting. Et alors là, première audition, là c'est l'autoroute du bonheur. Hein. Comment tu l'as vécu cette première audition à La l'aveugle? première audition, elle était dure. Je suis monté sur scène, j'ai fait la première phrase et je me suis dit j'ai perdu. Mais en fait, le fait de me dire que j'ai perdu, c'était une façon pour moi de sortir de la compétition et de revenir sur un concert. Et c'est voilà, moi dès que tu me mets dans de l'enjeu, je deviens nul, je perds mes moyens. Alors, t'as eu Florent Pagny, Amel Bent, Marc Lavoine, Vianney l'a regretté. Pourquoi avoir choisi Marc Lavoine et pas Florent Pagny? Pour qui, alors tu ne l'avais pas rencontré, mais pour qui t'avais collaboré Je voulais prendre un coach avec lequel j'avais aucun lien professionnel de mon passé. T'avais un lien avec Amel? Amel, j'avais pas de lien avec elle, mais elle est dans une équipe de management et de production avec lesquels j'ai travaillé à travers Slimane. Donc du coup, je voulais vraiment que je voulais vraiment être là comme un candidat lambda, moi, et faire l'émission avec des... Voilà, donc quoi qu'il en soit, effectivement, Marc Lavoine et Vianney étaient un peu prioritaires. Marc Lavoine, pour avoir vu les images, c'est quel genre de coach? Parce que on a l'impression que toi, t'es têtu et que parfois, vous n'étiez pas forcément d'accord sur la direction, mais que bon, comme tout, on arrive à trouver un accord. Mais est-ce que c'était compliqué parfois de le convaincre, que lui arrive à te convaincre aussi, de t'emmener Je peux paraître têtu, mais en réalité, je suis pas têtu. Je ne laisse pas le pouvoir à n'importe qui.
et je ne le laisse pas en fonction de la notoriété ou en fonction de voilà, c'est la personne que je connais en face de moi. Il y a des gens qui ne sont pas connus et qui même ne sont pas dans la musique, en qui j'ai extrêmement confiance pour leur avis et leur façon de percevoir, d'analyser les choses. Et il y a des personnes qui sont extrêmement réputées que j'écoute pas. Donc moi j'ai besoin en gros de rentrer dans un lien de confiance. Et ce lien de confiance, il a réussi à l'obtenir. Mais c'est aussi pour ça qu'on était assez libre pour aussi se dire les choses, et quand on n'était pas d'accord, y aller franco. Mais pour moi, aller un petit peu au fight, c'est aussi une façon de voir si tu le tiens ton bout de viande. Parce que si tu veux me faire changer d'idée, il faut que tu sois vraiment convaincu. Et aller au fight, c'est une façon de voir si tu l'es vraiment. Donc ce qui est bien, c'est que Marc, il y allait. Et que donc, mine de rien, je suis têtu, mais mine de rien, j'aurais pas chanté Orelsan en finale si Marc Lavoine n'avait pas été là. Et quand tu lui as proposé Tata Yo-Yo, alors moi je me souviens de Tata Yo-Yo comme ça. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Et toi, tu as transformé Tata Yo-Yo comme ça. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot, mais moi j'aime ça quand ça fait ding 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 comme une samba. J'ai mon boa, mon vieux chapeau, ma robe à fleurs, mon mégot, mon parasol et mes fossiles, et une boussole sur mon nombril. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio, mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot, mais moi j'aime ça quand ça fait ding 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 comme une samba. Depuis le temps que je me trimballe parmi les masques du carnaval, ma silhouette, mon charme fou, ça les embête, ils sont jaloux. Je les entends sur mon passage, dire oh qu'elle est belle. Un gosse a dit papa, je la veux pour Noël. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo, dans ma tête y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo, on m'a dit qu'il y a même un grelot, mais ça ne fait rien. Quand je danse, ça fait ding-ding, et j'aime bien. Oui, moi j'aime ça, ça fait ding-ding-ding, comme une samba. Quand tu lui as proposé cette version, qu'est-ce qu'il t'a dit? Enfin, déjà quand tu lui as dit, écoute Marc, je vais faire un Nick Hordy, Tata Yo-Yo. Eh ben, je lui ai pas dit. Ah, tu lui as pas dit? Ouais, parce que... Il a découvert en direct. Il l'a découvert en direct, c'était une demande que j'avais fait. Enfin, c'est une demande. On a évoqué l'idée avec la production et on a trouvé que c'était rigolo, donc on l'a fait jusqu'au bout. Voilà. Et Marc a joué le jeu, il a compris qu'il y avait un truc qui se passait, donc il s'est dit ok, je joue le jeu, donc j'ai pas eu le coaching sur cette partie-là. Et on a fait la presta comme ça, quoi. Quelle prestation t'as préféré faire et laquelle t'as été déçu par toi? La prestation que j'ai préféré faire, c'est Cry Me a River. Parce
parce que ça c'était un petit rêve de faire cette version que je jouais déjà depuis longtemps, mais que j'avais en tête autrement, parce qu'il fallait du moyen, quoi. Il fallait un groupe de gospel, il fallait tout le truc. Donc même si je l'avais fait en studio et que je savais exactement qu'est-ce que ça pourrait donner, mais j'ai jamais eu les moyens de le faire. Et là, soudainement, The Voice, ça m'a permis d'avoir non seulement les moyens de le faire, mais en plus dans un bête de costard, en sommet d'une pyramide avec une lune derrière moi et des danseurs. Franchement, j'ai été servi, quoi. Donc non, ça c'était vraiment le kiff absolu. Et après, la prestation que j'ai aimé le moins faire, en fait, j'ai beaucoup souffert au blind quand même. Ah ouais, j'ai beaucoup souffert de stress sur cette prestation. J'étais très très stressé avant, beaucoup de mal à redescendre après. Angoissé même à la diffusion, enfin voilà, c'était un peu la première de tout, et celle-là je l'ai un peu prise en mode choc, quoi. Mais la chanson je la kiffe et j'ai l'habitude de la chanter, c'est même celle avec laquelle je suis presque le plus à l'aise. Mais Les projets aujourd'hui, il y a un album en préparation, est-ce que tu peux en dire plus ? Ça va être un mélange de mes influences principales qui sont en gros la pop, l'indie rock ou l'indie pop et un peu l'urbain. Mais globalement, moi je me définis comme un chanteur de indie vocal pop, ce qui veut rien dire. Mais au moins il y a indie dedans, il y a pop dedans et vocal, parce que le seul point commun c'est ma voix. Pour terminer, je t'ai demandé quelque chose. Ouais. C'est ton coup de cœur, c'est de nous lire un texte qui te touche. C'est un texte en fait que j'ai... c'est un texte de Rainer Maria Rilke, qui est un poète. Je suis pas un grand connaisseur de ce poète, mais c'est en fait un texte que j'ai vu lu par Laurent Terdieff dans une émission, je sais plus quelle émission, mais j'ai vu l'extrait sur YouTube quand j'avais 20-21 ans et que j'étais au cours Florent. Et c'est un texte que j'ai appris à l'époque, je m'en souviens plus par cœur du tout, mais à l'époque je l'ai appris par cœur et je l'ai joué même, je crois, au cours Florent. Et je trouvais ça sublime, voilà. Eh bien, on se quitte avec ces textes. Merci beaucoup. Et puis, moi, tu sais quoi, je vais me poser dans un coin pour t'écouter. Ah trop cool. À plus. Pour écrire un seul vers, il faut avoir vu beaucoup de villes, d'hommes et de choses. Il faut connaître les animaux. Il faut sentir comment volent les oiseaux et savoir quels mouvements font les petites fleurs en s'ouvrant le matin. Il faut pouvoir repenser à des chemins dans des régions inconnues, à des rencontres inattendues, à des départs que l'on voyait longtemps approcher, à des jours d'enfance dont le mystère ne s'est pas encore éclairci, à ces parents qu'il fallait qu'on froissât lorsqu'ils vous apportaient une joie et qu'on ne la comprenait pas. C'était une joie faite pour un autre. À des maladies d'enfance qui commençaient si singulièrement, partant de profondes et graves transformations, à des jours passés dans des chambres calmes et contenues, à des matins au bord de la mer, à la mer elle-même, à des mers, à des nuits de voyage qui frémissaient très haut et volaient avec toutes les étoiles. Et il ne suffit même pas de savoir penser à tout cela. Il faut avoir des souvenirs de beaucoup de nuits d'amour, dont aucune ne ressemblait à l'autre, de cris de femmes hurlant en mâles d'enfants et de légères, de blanches, de dormantes, accouchées, qui se refermaient. Il faut encore avoir été auprès de mourants, être resté assis auprès de morts, dans la chambre avec la fenêtre ouverte et les bruits qui venaient par à-coups. Et il ne suffit même pas d'avoir des souvenirs, il faut savoir les oublier quand ils sont nombreux. Et il faut avoir la grande patience d'attendre qu'ils reviennent, car les souvenirs ne sont pas encore cela. Ce n'est que lorsqu'ils deviennent en nous sang, regard, geste, lorsqu'ils n'ont plus de nom et ne se distinguent plus de nous. Ce n'est qu'alors qu'il peut arriver, quand une heure très rare, du milieu d'eux, se lève le premier mot d'un vers. Dream & Co, le podcast. Musique et culture.